Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La santé au Maroc, le privé à la rescousse, c'est le thème de l'émission de ce soir. Mais avant, voici l'édito. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Ce n'est pas une phrase tirée d'un conte de fées, mais un objectif officiel auquel tous les pays ont souscrit il y a 3 ans pour coller aux objectifs internationaux de développement durable. Tous les pays, y compris le Maroc. Une question s'impose toutefois, ou même plusieurs. Comment se porte l'économie de santé ici pour pouvoir aspirer à de telles réalisations? Avec un secteur public à la santé fragile, voire agonisant, on se rabat sur les quelques 10 000 cabinets de consultation privés et 360 cliniques privées, dont 97% se trouvant en périmètre urbain, pour soigner des millions de Marocains, toutes bourses confondues. Bref, les 3/4 des besoins de santé publique sont assurés par le privé. Alors, quand les praticiens privés font grève, difficile de ne pas s'en rendre compte. Et oui, nos médecins ne sont pas contents. D'abord pour une question de dignité, puisque leur présomption d'innocence quant au règlement honnête de leurs impôts n'existe pas. Mais alors, est-ce que le Maroc dispose, à l'image d'autres pays, d'un système d'information qui permet de quantifier les revenus exacts de chaque médecin, quantité mais aussi qualité de leurs prestations? Et c'est là où la proposition du souverain prend tout son sens. Et si on ouvrait le secteur à la compétition internationale? Il faudrait peut-être déjà préparer le terrain. Bien des plans gouvernementaux ont tenté de guérir les métastases de ce secteur vital, mais en vain. Et surtout, aucun bilan ni check-up afin d'administrer les traitements adéquats. En clair, on nous présente une projection à l'horizon 2025, quand bien même que celle arrivée à échéance en 2016 n'a toujours pas été diagnostiquée. Et qui trinque? Vous, moi, tout Marocain qui souffre d'un système sanitaire moribond. Alors, santé et place au débat. Et pour ce check-up complet du secteur, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau d'Éco-Débat aujourd'hui Redouane Semlali, président de l'Association nationale des cliniques privées. Professeur Semlali, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. À côté, Jafar Haikal, médecin économiste de la santé, également directeur exécutif du Centre africain de recherche et d'études en santé. Bonjour professeur et bienvenue à vous aussi. Bonjour. Et pour représenter le secteur public, le secrétaire général du ministère de la Santé, professeur Hicham Njmi, bonjour à vous aussi et bienvenue sur le plateau d'Éco-Débat. Bonjour et merci pour l'invitation. Et ma première question vous est destinée, professeur Njmi. Alors, les tensions avec les médecins, soient-ils du privé ou du public, sont-elles apaisées aujourd'hui? Du moins, je l'espère. Il y a des discussions, il y a des négociations, il y a ce qui est fait bien sûr dans le cadre, je dirais, de réunions avec les représentants. Il y a aussi des concertations qui sont faites avec des collègues, avec des experts, exerçant dans l'un ou l'autre secteur, avec bien sûr comme objectif principal, c'est d'essayer un petit peu d'uniformiser les idées et de proposer bien sûr des mesures qui seraient premièrement réalistes et quel genre de mesures, applicables professeur? Et acceptables. Ça dépend du secteur. Puisqu'on parle du privé. Quand on parle du privé, je pense qu'il y a un certain nombre de revendications relatives notamment par exemple à la problématique de la fiscalité. Nous avons des propositions de ce sens en tant que ministère de la santé, pour éventuellement accompagner les collègues du privé dans leur plaidoyer par rapport à l'incitation fiscale qui accompagnerait bien sûr les investissements moyennant un certain nombre de conditions. Ça, on a de problème. Il y a la problématique de la tarification nationale de référence qu'il faudra certainement revoir et mettre à jour. Et je peux vous dire, je peux l'annoncer que probablement dans les 2 semaines à venir, il y aura une reprise des réunions pour discuter des conventions nationales avec l'Agence nationale de l'assurance maladie. Il y en a d'autres, mais voilà, on a une réunion incessamment aussi avec quelques représentants de syndicats de médecins libéraux. Et on va certainement essayer, encore une fois, de trouver un consensus.
En tout cas, pour le privé, c'est dans le pipe. Pour le public, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est réglé? C'est idem, c'est pas réglé, c'est idem pour le public. Je l'avais annoncé il y a quelques jours. Il y a aussi des revendications des collègues du secteur public. On a répondu à certaines pratiquement immédiatement parce qu'on a jugé que c'était logique. Quand on parle par exemple d'accès au concours de résidenat pour les médecins généralistes existants dans le public, sans condition préalable, augmentation du nombre de postes budgétaires du résidenat pour les médecins contractuels. Ça, c'est des mesures qu'on a pu réaliser rapidement. Ils s'en sont rendus compte et d'ailleurs le concours est annoncé pour la fin novembre. Par contre, il y a toujours la problématique, je dirais, de l'incitation pécuniaire revendiquée par ces médecins dans le cadre de l'indice 509. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour dire que sur le principe, Monsieur le ministre n'a cessé de le répéter. Moi-même, je l'ai annoncé aux collègues quand on a fait la réunion. Sur le principe, on est bien sûr d'accord, mais que ce soit dans le cadre, bien sûr, de l'amélioration de la performance des médecins, des autres catégories professionnelles, et par conséquent de l'amélioration de la performance de nos structures hospitalières publiques et de la qualité du service rendu aux citoyens. C'est un petit peu l'objectif. Nous avons quelques propositions concrètes dans ce sens. On a discuté avec les collègues. Il y a une sollicitation, bien sûr, des autres départements concernés. On est aujourd'hui dans le débat, dans la discussion et dans l'arbitrage. Et j'espère qu'on aura des solutions le plus tôt possible. Alors, puisque vous parlez de solutions, je me tourne vers le représentant de l'Association nationale des cliniques privées. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, enfin en tout cas les rumeurs courent qu'il y aurait eu un consensus avec le fisc, puisque vous avez parlé d'incitation fiscale, et on aurait établi des barèmes pour ces médecins. Ces rumeurs sont-elles fondées, professeur Semlali? D'abord, il ne faut pas abaisser nos problèmes au problème de la fiscalité. Parmi d'autres, mais attaquons avec celui-là. Vous avez comparé les problèmes de la santé publique à des métastases. Ça m'interpelle, les métastases, c'est mon métier. Moi, je suis cancérologue. Très bien. Et aujourd'hui, en 2018, on arrive à guérir des métastases, contrairement à ce qui se passait avant. Aujourd'hui, il y a des métastases curables. Pour les guérir, il faut traiter la cause, le primitif. Et c'est ça la problématique qu'on essaye de développer. Puis, s'occuper aussi par la suite de la métastase. Je voudrais que je vous situe un peu le secteur privé dans le système de santé au Maroc. Nous allons y revenir. Je veux juste que vous répondiez rapidement à cette question. Je ne voudrais pas parler de la fiscalité parce que... Est-ce que les forfaits qui ont été proposés, est-ce vrai ou pas? Non, ce n'est pas vrai. C'est en cours de finalisation. Très bien. Ce serait forfaitaire ou pas? On est tenu par une confidentialité des négociations. Très bien. Jusqu'à hier. Je respecte. Je pense qu'il y a des choses intéressantes. L'administration fiscale a demandé à ce qu'on garde ça le temps d'une réflexion profonde avec les différents présidents de région, aussi bien au sein des spécialistes, médecins généralistes, les syndicats. Je pense que c'est en voie de règlement, tout ce que je peux dire. Mais je ne voudrais pas qu'on abaisse nos problèmes à la fiscalité. Mais est-ce que ce concept de forfait est pris en compte? Il y aurait un arrangement, je ne peux pas dire plus, mais dans les quelques jours qui vont suivre, on va avoir des réponses à beaucoup de questions. Mais pas celle-ci, en tout cas pas pour aujourd'hui. Je suis malheureusement tenu par cette confidentialité de négociation. Alors, puisque vous parlez justement de cette question des mots un peu qui rongent les praticiens, il y en a plusieurs. Mais avant, vous avez parlé de ce poids du secteur privé. Que représente aujourd'hui le secteur privé en tant que 67%, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en chiffre d'affaires? Vous parlez argent? Oui, c'est une émission économique, professeur Semlali. Bien sûr. Aujourd'hui, selon les données qu'on a de la part de l'administration fiscale, le chiffre d'affaires des cliniques déclaré, c'est-à-dire présenté au fisc, serait autour de 3,5 milliards. Entre 3,5 milliards et 4,5 milliards de dirhams. Voilà, donc globalement, c'est le chiffre d'affaires généré par l'ensemble des cliniques du Maroc. Sans compter les médecins, hors honoraires. les cabinets. Ça, c'est les charges, enfin,
le bilan déclaré pour l'exploitation d'une clinique. Très bien. Je me tourne justement vers professeur Heikel. Est-ce qu'aujourd'hui on a des chiffres concrets sur ce que pèse finalement ce secteur privé au Maroc en chiffre d'affaires et bien sûr cliniques, praticiens, cabinets de consultation en tout genre? Est-ce qu'on a un chiffre aujourd'hui? Non, nous n'avons pas de chiffre exact pour plusieurs raisons, mais on a des moyens d'appréhender la dépense globale de santé au Maroc. Ça, on a cette information. On sait que la dépense globale de santé au Maroc, c'est 60 milliards de dirhams. Ça, on le sait. Ça, 60 milliards privés-publics. Ouais, 60 milliards de dirhams, c'est les dépenses globales de santé. Et on sait quelle est la contribution du ministère. Par exemple, cette année, le ministère donc, de la Santé, on sait quel va être son budget à peu près, et le professeur Njmi me corrigera, 16,3 milliards de dirhams à peu près de budget. Ce qui est important de retenir, c'est que dans cette part, une partie est supportée par l'État, puisqu'à peu près donc, 25% des dépenses de santé sont supportées par l'État. Oui. Mais par contre, une bonne partie sont supportées par les ménages. Donc, plus de 50% sont supportés par les ménages. Et sur ce chiffre, et c'est là, ça peut approcher un peu les chiffres du professeur Smilani, c'est qu'une bonne partie de ces dépenses de la santé reste quand même aussi vers le secteur privé. Quand on analyse, quand on segmente les dépenses de santé, et on a les comptes nationaux de santé, ce sont des chiffres qui sont officiels, ce ne sont pas des chiffres qu'on invente. Quand vous voyez ça, une bonne partie des flux financiers dans le secteur de la santé va partir vers le secteur privé. C'est-à-dire que globalement, si vous voulez, quelle est la dépense globale donc, du citoyen qui dépense plus de 50% dans les dépenses globales, une bonne partie, c'est-à-dire à peu près plus de 60%, va aller vers le secteur privé. Ce qui vous donne une approximation de quelle est la dépense dans le secteur privé. Mais dans cette dépense dans le secteur privé, il faut tenir compte de tout. Il ne faut pas tenir compte uniquement de ce que la clinique, il y a les honoraires, il y a les charges du personnel infirmier, il y a les charges d'exploitation, il y a un certain nombre donc, de données dont il faut tenir compte. Donc oui, les flux financiers vont aller plus vers le secteur privé, et ils devraient aussi aller vers le secteur public. Et ce que nous souhaitons pour notre pays... C'est les 3/4 quand même qui vont vers le secteur privé. Mais attention, il ne faut pas le prendre comme étant un chiffre d'affaires. C'est une dépense parce que nous incluons, il ne faut pas oublier, tout ce qui concerne la pharmacie, les fournitures et les biens médicaux, qui sont inclus dans les comptes nationaux de la santé quand vous analysez les chiffres. Donc concrètement, si on veut des chiffres que pour le secteur privé, je parle sous votre contrôle, professeur Njmi, en tant que représentant bien sûr du ministère, nous n'avons pas de chiffres exacts. Et je voulais juste revenir, puisque vous parlez de dépenses globales dans ce secteur de la santé, la couverture médicale. Est-ce qu'aujourd'hui, la couverture médicale privée, de base, RAMED, enfin, toute couverture confondue, permet aux citoyens de se tourner vers le privé pour se soigner? Très bien. Alors, permettez-moi, avant de répondre à cette question sur la couverture médicale de base aujourd'hui au Maroc, de rappeler que, comme vous l'avez dit, qu'on est dans un débat à caractère économique. Exactement. Et que j'apprécie personnellement que vous traitiez ce sujet de ce point de vue. Parce qu'on a toujours parlé de la santé comme un secteur social, non productif, avec tous les problèmes bien sûr, qui en découlent. Mais il faut aussi dire et le rappeler, le secteur de la santé, c'est un secteur économique et qui est porteur. Exact. 60 milliards de dirhams de dépenses en santé, pratiquement 160 milliards de dirhams, c'est le budget du ministère, mais il faut le rappeler, une bonne partie de ce budget, c'est la masse salariale et c'est le budget de fonctionnement. Mais il faut rappeler que cette année, on a eu quand même une augmentation exceptionnelle parce que c'est pratiquement 10,4% de plus. C'est 4 000 postes budgétaires de plus et ça nous conforte bien sûr dans notre plan d'action par rapport à l'amélioration au niveau du secteur public plus précisément. Je rappelle aussi que la santé, c'est aussi tout ce qu'il y a autour de la production du soin. C'est-à-dire il y a les structures de soins, mais il y a l'industrie pharmaceutique, il y a l'industrie biomédicale, il y a les activités d'import, d'export, etc. Et juste pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, si on prend l'industrie pharmaceutique nationale, c'est à peu près presque 2% du PIB, ce qui n'est pas rien. C'est 60% des besoins nationaux et c'est pratiquement 10% de cette production qui est destinée à l'export, notamment au marché africain. La pharmacopée mériterait une émission complète. Voilà, donc si on doit traiter la santé
de ce point de vue économique, il faut voir un petit peu l'ensemble et non pas seulement la production de soins. Alors, je ne parle pas bien sûr de l'aspect formation, etc. etc. Nous y viendrons. Deuxième, et donc c'est un écosystème bien sûr, à apprécier dans sa globalité et à améliorer de manière, je dirais, synergique. Je rebondis sur un adjectif, dans votre introduction, vous avez parlé d'agonie. Non, j'ai... De métastase. Après les métastases. Non, messieurs. Parce que justement, quand on est au stade de métastase, si on n'est pas guéri, le secteur est en effet agonisant. Sinon, pourquoi on se tournerait... Le secteur public est agonisant. Sinon, pourquoi 3/4 se tourneraient vers le privé, professeur Njimi? Madame, je pense qu'il faut nuancer quand même les choses. Il y a certainement des problèmes dans le secteur de la santé, comme beaucoup dans d'autres secteurs, notamment sociaux, ça c'est une réalité, on le reconnaît. Il y a des choses qui sont en train d'être faites, il y a des pistes d'amélioration, on en est conscient, mais on n'est pas à l'agonie. Quand vous prenez un système de santé national, public, quand vous prenez l'espérance de vie qui était de 47 ans, je ne vais pas dire de bêtises, juste après l'indépendance, aujourd'hui on est à 76 ans. Presque 76 ans, donc on est en train de s'occidentaliser sur ce point. Nous avons un système de santé qui est efficient. Il y a des réalisations qui sont efficientes, compte tenu des moyens qui sont alloués. Il y a certainement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des problèmes qu'il faudra certainement régler, il y a des pistes d'amélioration, mais ce n'est pas un secteur qui est à l'agonie. Et quand on parle, nous on est un ministère de la santé, point. Et donc c'est le public et le privé non lucratif. Alors, ah oui, c'est vrai, nous allons en parler. Puisqu'on parle de privé, d'ailleurs, juste par rapport à la question sur la couverture médicale, finalement... Oui, alors je reviens à votre question sur la couverture médicale. Est-ce que ça permet à un citoyen marocain d'aller chez le médecin généraliste ou spécialiste et de se soigner? Alors, une partie de réponse a été donnée par le professeur Heikel, parce que quand on parle des dépenses en santé aujourd'hui, ça c'est un chiffre qui est fourni par l'ANAM, à peu près 50% de reste à charge. C'est-à-dire que, quel que soit votre type de couverture médicale de base, vous allez pratiquement payer 50% du montant de vos soins. Mais il faudra là aussi rappeler le processus de la couverture médicale au Maroc. C'est un long processus. Ça a commencé avec l'AMO, la phase pilote du RAMED qu'on avait commencé à la région Bnimla, c'était vers le 2007-2008, puis la généralisation du RAMED en 2013, et aujourd'hui on parle du lancement, bien sûr, des négociations concernant l'assurance maladie des indépendants, des salariés non fonctionnaires. On est à 64% de couverture médicale de base aujourd'hui. On espère être à 94% dans les quelques années à venir. C'est quelque chose de considérable. Et là aussi... Donc votre réponse est oui. Aujourd'hui, la couverture médicale permet aux citoyens marocains... Aujourd'hui, c'est pas un oui. Aujourd'hui, on a permis, grâce à tous ces mécanismes qui sont mis en place par rapport à la couverture médicale, de garantir un meilleur accès aux soins de la population de manière générale et encore plus de la population la plus défavorisée. Mais là aussi, il y a des choses à améliorer. Je voudrais parler de combien ça coûte. Donc aujourd'hui, est-ce que les barèmes datent de 2006, n'est-ce pas, les barèmes de consultation? Oui, la dernière convention, c'était en 2006. En 2006. Alors aujourd'hui, est-ce que ces prix-là sont appliqués partout? Professeur Smlali, est-ce qu'aujourd'hui, le barème de consultation est appliqué partout? Et déjà, combien ça coûte une consultation chez un médecin généraliste? C'est difficile de répondre à la question combien ça coûte. Pour revenir un peu à ce qu'on appelle la tarification nationale de référence. Aujourd'hui, nous avons une assurance maladie qui est en train de devenir malade, quantitativement et qualitativement. Je dis bien, est en train de devenir malade. Pourquoi? D'abord, qualitativement, aujourd'hui, en 2006, quand l'assurance maladie a été mise en place, on a mis en place ce qu'on appelle un panier de soins, c'est-à-dire une série d'actes qui allaient être pris en charge, adaptés au contexte d'il y a 11 ans, et qui étaient à l'époque suffisants
Aujourd'hui, 11 ans après, ce panier de soins n'a pas bougé. Technologiquement, les soins, l'offre de soins s'est améliorée, les techniques de traitement se sont améliorées, des médicaments ont vu le jour. Et si le citoyen continue à payer les 50% que le professeur Najmi a dit, c'est parce que ce panier de soins qualitativement n'a pas bougé. Ne tient pas compte, en fait, justement, des nouvelles... Deuxièmement, lorsqu'on a mis en place l'assurance maladie, à l'époque, j'étais déjà à l'Association nationale des cliniques privées, on savait que les tarifs étaient bas. Et on a accepté parce que... Mais étaient bas par rapport à qui? Par rapport au coût de soins. Parce qu'aujourd'hui, chaque acte, il y a un coût. Quel est le coût? Qu'est-ce qui englobe justement on a avec nous coût? le professeur Najmi qui est réanimateur de grande qualité et connu au Maroc. Aujourd'hui, l'État marocain, le ministère de la Santé, a évalué le coût d'une journée de réanimation à 4 000 dirhams. Prix de revient. Aujourd'hui, l'assurance maladie offre 1 500 dirhams. Il faut qu'on soit les Marocains correctement. Donc, je vous donne un exemple de l'insuffisance, je dirais, quantitative. Aujourd'hui, il y a des actes, le coût dépasse largement ce qui est proposé par l'assurance maladie. Et tant qu'on n'a pas révisé qualitativement et quantitativement les clauses de l'assurance maladie, aujourd'hui, le Marocain paye 1 dirham sur 2. Deuxièmement, il ne faut pas oublier, et c'est un chiffre quand même pour le Maroc, qui se veut être un pays émergent, il n'y a que le tiers des Marocains qui bénéficient de l'assurance maladie. Aujourd'hui, il y a l'assurance des indépendants qui tarde à venir, c'est 10 millions d'adhérents, elle tarde à venir. Si on veut être un pays... Si vous-même médecin, vous n'avez pas de... Ah, moi j'ai une mutuelle. Non, mais je parle de manière générale, ça fait partie de vos revendications. Non, aujourd'hui, il faut qu'on revoie l'assurance maladie qualitativement, quantitativement, et bien sûr, tout citoyen marocain, soit à travers le RAMED, soit à travers l'AMO, soit à travers notre assurance, a droit à une couverture. Très bien. Peut-être une réaction de professeur Haikal avant qu'on ne prenne une pause? Écoutez, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on insiste sur la notion, et je rejoins ce que dit professeur Najmi, je pense qu'il faut qu'on change de paradigme. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Qui est capable de supporter ce coût? On ne veut pas le faire supporter aux citoyens, parce que le citoyen n'a pas les moyens. Mais il y a des éléments qui sont importants. Et je voudrais préciser une chose très importante. Le Maroc a fait d'énormes progrès sur le plan sanitaire. Hein, c'est sûr. Et d'ailleurs, quand vous voyez le classement sur le plan de la politique de santé publique, nous sommes 29e mondial. Par contre, en termes de performance, par rapport à l'équité, on est 109e. Et ça, on le reconnaît, on l'admet parfaitement et on veut corriger les choses. Néanmoins, si nous ne revoyons pas un certain nombre d'éléments, la filière de soins, le parcours de santé, la collaboration entre le privé et le public. Mieux que ça, l'évaluation des coûts, combien ça coûte et qui va payer. Et qui va payer? Nous, on ne dit pas qu'il faut que ce soit le citoyen qui paye, mais il faut bien. Alors, soit c'est l'État, soit ce sont les organismes de prévoyance sociale, soit c'est tout le monde. Mais il faut qu'on accepte qu'on ait le courage de s'asseoir et de réfléchir à un nouveau paradigme de financement de notre système de santé pour avoir non pas une médecine... Ça n'a jamais été le cas, vous ne vous êtes jamais assis avec les autorités pour que vous mettiez en place des paradigmes. Il y a eu des assises de la santé, il y a eu des assises, mais je pense qu'il faut encore plus. Est-ce que le secteur privé a fait partie de l'élaboration ou des consultations pour justement ce plan 2025 fraîchement présenté par le ministre de tutelle? Oui, mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Ça, c'est notre perception des choses. Donc, nous, on appuie le ministère de la Santé, on appuie la politique santé, mais nous voudrions être encore beaucoup plus impliqués dans l'élaboration de cette politique. De toute façon, on ne peut pas résoudre les problèmes de santé dans notre pays si nous n'impliquons pas le secteur privé. On veut un secteur public fort, hein. Nous sommes du privé et nous voulons un secteur public fort. Et c'est important pour notre pays, pour nos citoyens. Néanmoins... Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins du public qui désertent le public pour aller travailler dans le privé. Je ne sais pas si c'est la principale raison, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas faire une médecine ou une bonne santé sans secteur public fort, mais on ne peut pas non plus le faire sans impliquer dans toute la politique et la vision de santé le secteur privé. Très bien. Messieurs, je vous propose de continuer cette discussion très animée juste après cette courte pause. Merci de rester avec nous. À tout de suite.
Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Éco-Débat que nous consacrons aujourd'hui à l'économie de santé au Maroc. Juste avant la pause, professeur Heikel, nous évoquons ces points importants qui considèrent d'abord ce partenariat public-privé pour une meilleure prestation sanitaire au Maroc. Je voudrais faire réagir justement le secteur public et en parlant de ce plan stratégique 2025 qui vient d'être donc présenté par le ministre de la Santé, Anas Doukali. Alors, professeur Njmi, juste avant de parler de ce plan, est-ce qu'il y a eu un diagnostic, voire peut-être un bilan du précédent plan 2011-2016 de notre ancien ministre 2012-2016, de notre ancien ministre de la Santé, professeur Lourdi. Est-ce qu'il y a eu un bilan de ce plan stratégique? Si oui, quels en ont été, enfin, est-ce que vous en êtes inspiré, en tout cas le ministère, pour élaborer le plan 2025? Je vous remercie de poser cette question pour clarifier les choses une fois pour toutes. Nous sommes dans un ministère où nous ne partons pas du néant. Il est clair qu'il y a eu succession de plusieurs ministres, qu'il y a eu plusieurs plans d'action, qu'il y a eu des réalisations, qu'il y a aussi des échecs, il faut le dire. Mais on est dans une courbe de progression, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, c'est la réalité de tous les jours, tenant compte, encore une fois, des problèmes qu'il faudra certainement régler et des pistes d'amélioration dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, le plan Santé 2025, tout d'abord, c'est une vision de Monsieur le ministre par rapport aux, disons, de 10 prochaines années. Ça part des plans d'action du ministère qui ont été élaborés et réalisés, peut-être pas à 100%. À combien? Si c'est pas 100, ça dépend des plans d'action parce qu'on le a dernier, repris, pour vous dire, on a repris les 3 derniers. Donc on a commencé par le plan d'action 2008-2012 de Madame Badou déjà. Cheikh Biadilla, donc il y a eu le plan d'action de Cheikh Biadilla, de Yasmina Badou et de professeur Lourdi. Et de professeur Lourdi. Donc on a repris tout ça. Il y a des axes. Et je reprends une phrase de Monsieur le ministre. On est dans la continuité par rapport à un certain nombre de mesures, d'actions, de programmes qu'il faudra certainement renforcer, améliorer. On est dans la rupture par rapport à certaines choses que nous jugeons dépassées ou par rapport à des pratiques liées essentiellement à la gouvernance de notre système de santé. Aujourd'hui, on est dans cette logique. Et le plan, il a été élaboré tenant compte, de tous ces plans, tenant compte du programme gouvernemental, parce qu'il y a un programme gouvernemental 2017-2021 avec des 4 axes majeurs liés à la santé. Il y a aussi les recommandations internationales de l'OMS, mais tous les organismes internationaux qui traitent des questions de la santé. Il y a, c'est un élément très très important, les orientations royales. La conférence Santé 2013 à Marrakech, avec toutes ces recommandations, avec la lettre de Sa Majesté qui a été adressée à l'époque aux participants et qui constitue une feuille de route pour toutes les actions qui sont entreprises. Il y a bien sûr les experts, là je regarde les images, les experts qui ont été associés et ils appartiennent à tous les secteurs. On a fait participer d'autres départements ministériels parce que la santé avec un grand S, ce n'est pas l'histoire et l'affaire que du ministère. Mais puisque vous parlez de gouvernance, est-ce qu'aujourd'hui vous avez fait, par exemple, vous avez fait intervenir même, disons, le principal concerné, ministère de la Finance, pour une meilleure gouvernance. C'est ce que je suis. C'est cela. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on s'implique d'une manière transversale pour justement apporter des solutions et sur le court terme, peut-être? Très bien. Alors, je disais qu'on a fait participer un certain nombre d'experts du secteur public, universitaire, privé. On a fait participer des gens de l'industrie pharmaceutique, on a fait participer des sociétés savantes, on a fait participer d'autres départements ministériels. Je ne les citerai pas tous parce qu'on avait 13 ou 14 départements ministériels qui sont tous, d'une manière ou d'une autre, impliqués, concernés par les problématiques de la santé et de la santé publique de manière générale.
ces gens ont participé, ils ont émis leurs recommandations, ils ont participé pour certains à la rédaction du plan qu'on est en train aujourd'hui de mettre en œuvre, bien sûr, dans le cadre de plans d'action adaptés. Je rappelle aussi que il y a des choses qui devraient être réglées sur le moyen, voire même le long terme, mais aujourd'hui, on a des urgences, peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure, qu'il faudra régler dans les 3... Ben, disons, ne serait-ce que sur les 2 ans restants du mandat du ministre actuel qui a proposé ce plan 2025. Je dirais sur les 3 ans pour être dans l'échéance, je dirais, du mandat gouvernemental. Exact. Donc, c'est-à-dire 2019, 2020, 2021. Il y a la problématique des ressources humaines, on peut y revenir en détail. Aujourd'hui, il y a un besoin en ressources humaines, il faut qu'on trouve des solutions pour régler cette problématique, ça c'est clair. Quand vous dites besoin, sur plan chiffre. Combien de médecins nous faut-il? En sachant qu'il y a un médecin pour 1000 habitants. Je peux vous donner les chiffres. Oui, juste pour vous dire, hein, si on prend un petit peu les normes OMS, je vais donner un chiffre en vrac. Aujourd'hui, on a besoin de 11 000 médecins. Si on veut être dans les objectifs de développement durable sur lesquels le Maroc s'est engagé, qui sont beaucoup plus cléments en termes d'indices ou d'indicateurs ou de ratio médecin-population, on aurait besoin de pratiquement 4 490 médecins à former chaque année. Sachant qu'aujourd'hui, notre capacité de formation, c'est aux alentours de 1500 médecins, tenant compte des facultés publiques et privées. Alors, donc, vous parlez des urgences. Il faut doubler cette capacité de formation. Alors, doubler une capacité de formation, ça c'est du moyen et du long terme. Il faudra peut-être trouver d'autres solutions pour répondre à l'urgence. Alors justement, d'autres solutions, vous avez demandé, enfin le ministre des médecins étrangers. J'y arrive. Et ça a fait jaser on peut discuter ce point en détail, il n'y a pas de souci. Donc il y a cette problématique des ressources humaines. Aujourd'hui, c'est une priorité. Très bien. Deuxièmement, il y a l'hôpital public. Aujourd'hui, quand vous prenez le système de santé national, public, c'est, je dirais, 3 réseaux. Le professeur Heikel connaît très bien ces questions. Nous avons un réseau de soins de santé primaires, ambulatoires, qui fait bien, bon, il y a bien sûr quelques problématiques, mais qui fait, je dirais, qui remplit bien son rôle. C'est le programme national d'immunisation, c'est la surveillance, c'est la santé mère et enfant, c'est les maladies chroniques, etc. Ça se passe plutôt bien. On a un réseau intégré de soins d'urgence médicale, donc c'est les urgences, qui fait le lien entre ce réseau ambulatoire et le réseau hospitalier, mais aussi, et on espère que ça soit encore plus fort, le lien avec le secteur libéral dans le cadre, enfin on l'espère, de régulation régionale entre les 2 secteurs. Et puis nous avons aujourd'hui, au milieu, un réseau hospitalier. Et je pense que c'est là où il y a urgence à agir. Parce que c'est la gouvernance de l'hôpital, c'est l'accueil des urgences, c'est la gestion des consultations, c'est la programmation chirurgicale, c'est le développement de pôles d'excellence régionaux et c'est l'articulation, j'insiste, c'est l'articulation entre l'hôpital public, les centres hospitaliers universitaires et le secteur privé. Et aujourd'hui, on est dans cette configuration. De partenariat public-privé. Dans une logique de partenariat public-privé. Et puis, le dernier point, puisqu'on parle toujours des urgences sur les 3 prochaines années, je pense là aussi que les orientations de Sa Majesté ont été claires pour le discours du trône. C'est qu'il y a le RAMED qu'il faudra certainement évaluer, repenser et réformer. Et aujourd'hui, on est sur des pistes d'amélioration. Et j'espère que là aussi les résultats verront le jour incessamment. Donc ça c'est par rapport aux urgences sur les 3 prochaines années. Vous aviez posé une question par rapport aux ressources humaines, on pourra y revenir si vous le voulez. Juste je fais réagir peut-être, oui, nous allons certainement y revenir. Donc d'abord une réaction, professeur Smelali. Je connais la bonne volonté du professeur Njmi et de monsieur le ministre pour améliorer le système de santé, mais bon, je pense qu'il y a des anomalies qu'il va falloir expliquer. Moi, je suis président de l'ANCP. Pour vous dire, quand vous avez défilé les images du film, j'y étais pas.
Quand on dit du film, on parle bien de la présentation de ce plan 2025 pour la santé. Madame. Non, c'est juste pour nos téléspectateurs, je précise. 2025, on n'y a pas participé d'abord. Et ce plan 25, je l'ai découvert dans la presse. Il est fait allusion au privé sur une ligne, où il est dit qu'il faut se référer au privé pour un partenariat public-privé. Comment peut-on ne pas associer le secteur qui traite 9 assurés sur 10 et 6 Marocains sur 10 dans la population globale, qui détient 70% des hautes technologies, dans un plan national de soins? Je pense qu'aujourd'hui, pour ce plan-là national, il va falloir s'asseoir sérieusement. Il y a des choses à faire. Associer le privé parce qu'il peut vous rendre service. Pour revenir au partenariat public-privé, aujourd'hui, il y a une expérience qui a été une réussite. C'est le partenariat privé-public dans le domaine de la dialyse. Aujourd'hui, le Maroc est parmi les rares pays dans la région où il y a plus de malades non dialysés. Oui. Et ça, c'est grâce à la collaboration des deux secteurs. Et nous, dans le secteur privé, on est là, on est prêt pour soutenir. Aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir la santé du Marocain du public et la santé du Marocain du privé. Il y a une seule santé. Le Marocain doit aller là où il y a l'efficacité. Il va falloir qu'on mutualise nos ressources avec le secteur public. Mais quand vous dites mutualiser, pourquoi alors des médecins désertent le public pour aller travailler dans le privé? Un scanner à Zagora, alors qu'il y a un scanner du secteur public qui fait 5 malades par jour. Je vais travailler dans le scanner du secteur public. J'amènerai mes malades. C'est ça ce qu'on appelle mutualiser. Il y a du gâchis, madame. Il y a des endroits où il y a des appareils qui ne fonctionnent pas. À Euseima, il y a une machine de radiothérapie qui fait 16 malades par jour. C'est du gâchis. Une machine est faite pour faire 50 malades par jour. Pour vous dire que si on s'assoit ensemble, déjà, nos ressources ne sont pas extraordinaires, on peut mutualiser. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que dans ce partenariat public-privé, le privé est beaucoup plus motivé et il est là que le public. Non. Moi, je suis un ancien du public. Je connais le public. Et aussi, j'ai fait 14 ans de public. Je connais le public. Dont 8 qui sont... Non, moi, ça fait 35 ans que je fais ce métier. Ça ne paraît pas. Non, mais c'est ces 8 ans-là. Voilà, donc aujourd'hui, l'effort qui est fourni au sein du secteur public est extraordinaire. Quand vous avez cité, le terme qui vous a choqué tout à l'heure, c'était l'agonie. Il n'y a pas d'agonie. Non, il n'y a pas d'agonie. Très bien. Professeur Heikel, on parle justement de ces médecins. Qu'est-ce qui motiverait aujourd'hui un médecin d'aller ouvrir un cabinet? Parce qu'il faut rappeler aussi que l'essentiel des cabinets de consultation privée sont concentrés dans certaines régions et notamment dans l'urbain. Mais qu'est-ce qui motiverait un médecin aujourd'hui d'aller ouvrir son cabinet dans une région reculée du royaume? Est-ce qu'il y a une incitation? Est-ce qu'il y a une motivation pour qu'on ait accès, finalement, pour que le citoyen marocain, où qu'il soit, ait accès aux soins? D'abord, je pense qu'il faut enlever cette image que les médecins ne veulent s'installer que dans les endroits où il faut gagner beaucoup d'argent. C'est pas une image, c'est un fait. Non, c'est pas un fait, non. C'est un fait qui est arrangé d'une certaine manière. Les médecins ont une mission aussi de service public, qu'ils soient dans le privé ou dans le public. Honnêtement, vous êtes en train de me dire que le Maroc a amélioré les indicateurs sanitaires. Il les a améliorés comment ? Comment est-ce qu'on a amélioré la prise en charge donc, des maladies? Comment on a amélioré la vaccination des enfants marocains? Comment on a amélioré le traitement des cancers au Maroc? C'est uniquement à un secteur. C'est grâce au secteur public et grâce au secteur privé. Donc, arrêtons d'à chaque fois de penser que le médecin... Madame, un médecin qui a travaillé 8 ans après le bac pour être spécialiste, 12 ans pour être enseignant. Combien il a coûté à l'État? Mais combien il a coûté en formation? Mais nous voulons travailler pour nous travaillons pour l'État d'une façon ou d'une autre, madame. Nous faisons un service, nous faisons une mission aussi de service public. Il ne faut pas penser, si on est dans le privé, on ne fait plus de service public. On fait du service. Soigner des Marocains dans le privé ou dans le public. Combien coûte un étudiant? Combien coûte un étudiant à l'État, un étudiant en médecine? Pour pas dire de bêtises, ça doit être aux alentours de 1 million de 900 000. 1 million d'euros, c'était les chiffres, voilà. 1 million d'euros que l'État a investi. Donc c'est un investissement finalement, et il attend un retour sur investissement, d'où les 8 ans de service obligatoire dans le public. Oui, tout à fait. Mais c'est ce que les gens font. Mais c'est ce que les gens font, les médecins. Mais vous dites que ces 8 ans sont beaucoup?
Non, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas penser que ce sont des gens qui ont fait tellement d'années d'études et qui ne veulent pas ensuite travailler ou faire un service de mission. Bien sûr qu'ils ont envie de travailler. La seule chose, c'est qu'il y a quand même, il faut que des conditions soient fournies pour qu'on puisse assurer notre mission dans les meilleures conditions au profit du citoyen pour sa santé. Où qu'il soit. Où qu'il soit. Très bien. Est-ce que vous pensez Et vous, que... après les 8 ans, je parle de médecin praticien, est-ce qu'aujourd'hui, moi, après les 8 ans, j'ai envie d'ouvrir mon cabinet, imaginons bien Oui, sûr, hein, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la tâche m'est facilitée? Est-ce qu'on me motive suffisamment pour que j'aille ouvrir à Guelmim? Honnêtement, je vais vous dire, il n'y a pas de blocage administratif, il n'y a personne qui vous bloque. Vous pouvez Non, vous installer. je parle de motivation, d'incitation, pas de blocage. Évidemment, c'est plus compliqué d'aller s'installer. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un besoin autour. Le professionnel de santé, qu'il soit un médecin, infirmier, quel qu'il soit, a besoin également de conditions donc, de vie pour lui, pour sa famille, pour ses enfants, etc. Et des fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce n'est pas une volonté de ne pas aller à Goulmim ou la Eid Bougmez ou la Bouarfa, c'est que des fois, c'est moins l'incitation pour le secteur privé. Et moi, comme dans tous les secteurs, hein, quand vous voulez investir dans le privé, vous allez aller dans un endroit où vous avez de meilleures conditions de vie, pas spécialement, j'allais dire, de rentabilité, mais également de vie. Très bien. Vous-même, je peux vous poser la question, pourquoi vous n'iriez pas vous installer vous-même à Bouarfa? Ce serait très bien. Bah, si j'ai une mission là-bas, oui, super, pourquoi pas. Bah, très bien. Alors, et ça me rappelle, vous savez quoi, et ça me ramène à ce discours de Sa Majesté à l'ouverture de la session parlementaire le 12 octobre dernier, où il a fait une annonce, et pas des moindres, c'est-à-dire à l'ouverture à l'investisseur étranger pour investir dans ce secteur de la santé, à condition qu'elle contribue à un transfert de savoir-faire au pays. Je cite bien sûr le discours du souverain et à la création d'emplois adaptés aux potentialités de la jeunesse marocaine. Alors justement, maintenant, des investisseurs privés pourraient investir et ramener peut-être même des médecins de l'étranger. C'est déjà ouvert. Hein. C'est déjà ouvert. La loi 131-13 le permet, mais personne n'est venu. Est-ce qu'elle est en vigueur? Elle est en vigueur. Je parle des investissements étrangers. étrangers. Le bilan des investissements, depuis les 3 ans de l'ouverture d'investissement à des non-médecins, oui. Je pense que durant les 3 ans, on a dû créer entre 60 et 70 établissements de santé privés. 70 établissements. Entre 60 et 70. Très bien. Le professeur Njmi pourrait me confirmer ça. Mm-hmm. Il n'y en a pas une seule qui a été ouverte par un investisseur étranger. Pourquoi il va venir? Il n'y a pas de rentabilité dans les cliniques. L'étranger, quand il vient avec des fonds. Mais la loi, elle le permet. Bien sûr, elle le permet. Elle est en vigueur. C'est-à-dire que moi, je suis investisseur espagnol, je voudrais ouvrir une clinique au Maroc, il n'y a rien qui me freine. Pas du tout. Bien sûr. Aujourd'hui, mieux encore, l'investisseur étranger a plus de facilitation que le Marocain. Ça veut dire qu'on ne vend pas assez bien. Le tourisme médical, alors. Et le tourisme médical, alors. Le tourisme, c'est un autre... Aujourd'hui, on n'est pas... le système de santé, de soins qui intéresse la globalité des Marocains. On parle d'investissement. On parle d'investissement. C'est pas l'esthétique, c'est pas le tourisme médical, c'est l'esthétique et quelques soins. Le dentaire. Aujourd'hui, oui, le dentaire. Mais on n'est pas dans cette rubrique-là. Aujourd'hui, 0 investissement et c'est permis depuis 3 ans. À ma connaissance, aucune ouverture. Je fais réagir le secteur public. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Professeur Njmi. Alors permettez-moi de rappeler certaines choses avant de parler de l'ouverture des capitaux à l'investissement du privé, qu'il soit national ou international. Hors médecin. Premièrement, concernant le plan santé 2025, c'est vrai qu'il y a peut-être une ligne, mais ça c'est l'axe. non, mais ça c'est l'axe. Mais quand vous allez partir dans le détail, bien sûr, c'est un axe qui comprend un certain nombre de mesures, à savoir renforcer le partenariat public-privé, l'achat de services croisés, vous en avez parlé, l'incitation à l'investissement de différentes manières, le conventionnement, etc., etc., et je passe. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, selon la loi 3409, on a une carte sanitaire, on a des schémas régionaux d'offre de soins, mais ça ne concerne que le secteur public. Il faudra certainement penser à élargir ceci au secteur privé. Cette loi, elle est obligeante pour le public, elle est plutôt incitative pour le privé, mais il faudra trouver les mécanismes pour encourager ces incitations. Troisième point,
quand on voit des expériences étrangères, les déserts médicaux, les gens trouvent aussi des moyens pour pallier à ces déserts médicaux, pour encourager les médecins à aller s'installer. Alors, il y a soit une incitation d'une manière ou d'une autre, financière, fiscale ou autre, mais il y a aussi le recours aux nouvelles technologies. Il y a la télémédecine. Est-ce qu'elle est appliquée aujourd'hui au Maroc? Bien sûr, on a commencé une expérience pilote. Il y a 2 CHU qui ont aussi démarré des expériences pilotes. On est en phase d'évaluation et on espère que ça pourrait être généralisé et ça va certainement contribuer à régler un certain nombre de problèmes. C'est un projet qui est innovant, qui nous place aussi à un niveau, je dirais, assez intéressant au niveau de la région Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Alors pour revenir à cette... Et puis, il y a certainement, pour encourager l'investissement dans le secteur, il y a aussi toutes ces histoires de tarification, on en a parlé, les consultations de médecins généralistes, spécialistes, certains actes qui doivent certainement être revalorisés. Et j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des réunions qui vont commencer incessamment. Maintenant, la loi 131/13, et j'ai une synthèse du texte, je vous passe les détails. Qui remonte à février 2015. Voilà, ça a été publié en 2015, effectivement. Juste pour revenir aux objectifs généraux de cette loi, c'est d'adapter la réglementation. Oui, très brièvement. 5 minutes et très brièvement. Un des axes principaux de l'émission encore à discuter. C'est d'encourager l'investissement dans le secteur de la santé, de garantir l'accès à une qualité en garantissant une compétence, notamment des médecins, et en essayant bien sûr d'investir dans les zones où l'offre de soins serait défectueuse. Mais reste le quid des ressources humaines. Aujourd'hui, et permettez-moi de reprendre le discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Dans la même visée de promotion d'emploi, nous appelons à examiner la possibilité que certains secteurs et professions non autorisés actuellement aux étrangers. Là, on ne parle pas d'investissement. On parle de l'exercice de compétences médicales ou paramédicales étrangères au Maroc. C'est différent. Mais est-ce que c'est déjà le cas? Alors, il y a des médecins sénégalais qui pratiquent dans le sud. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de médecins étrangers qui pratiquent au Maroc, professeur Ndjou. Il y a des conditions pour qu'un médecin étranger puisse exercer au Maroc. Il y a des conditions. Et quand on se réfère à la réglementation, la législation. Justement, je suis en train de répondre. Parce qu'il me reste 3 minutes et j'ai envie que... Alors, quand on revient à la loi 131/13, un médecin étranger, il peut exercer 30 jours, un mois, donc 30 jours ouvrables par an, moyennant des autorisations, etc. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette configuration. Aujourd'hui, on dit que, on peut là aussi citer d'autres pays, des exemples, qui font recours à des compétences étrangères pour développer certaines disciplines, pour développer des pôles d'excellence, pour assurer de la formation, pour assurer un transfert de compétences. Aujourd'hui, on doit être dans cette logique, il faut y penser. Moi, je vous dis juste une chose. Déjà, au niveau national, un médecin qui est inscrit dans un conseil régional, pour aller exercer au niveau de notre région, c'est une problématique. Alors qu'on parle de mutualisation des moyens et des ressources. Aujourd'hui, ça c'est un problème. Aujourd'hui, Sa Majesté a parlé des compétences marocaines à l'étranger. Un collègue marocain qui est expert, qui est une sommité mondiale, s'il veut venir aujourd'hui passer 3 ou 4 mois au Maroc pour un transfert de compétences, ce n'est pas autorisé. Il faut qu'on trouve des solutions qui passeraient, à mon sens, par un amendement de la loi 131/13. Très bien. Au niveau du ministère, alors justement, puisqu'on parle de cerveau, aujourd'hui, il y a un grand problème. Selon le cabinet recrute.com, il y aurait 630 médecins qui fuient, si je puis utiliser ce terme, le Maroc pour aller exercer à l'étranger, et sans compter bien sûr ceux qui font leurs études à l'étranger, qui ne reviennent pas pratiquer ici au Maroc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour retenir? Il nous faut 11 000 médecins par an, mais qu'est-ce qu'on fait pour retenir ces jeunes médecins pour qu'ils pratiquent ici? Et pourquoi ils partent finalement? D'abord, le terme fuir me gêne. Parce qu'on parle de fuite des cerveaux. Disons que peut-être qu'ils ont estimé qu'ils avaient des meilleures conditions de travail, ou ils pensent qu'ils auraient donc de meilleures conditions de travail. Parmi aussi les solutions, on a parlé tout à l'heure, le professeur Ndjimi a dit on a besoin de 4000 médecins.
Eh bien, revoyons le numerus clausus que nous avons dans nos facultés de médecine. Au lieu d'exiger qu'un jeune bachelier qui a un bac mention très bien 16 et qui passe un concours, peut-être qu'il faut avoir une autre vision. Probablement. Et que pouvoir, je vais vous donner un autre exemple. Le professeur Nejmi le sait très bien. Vous avez des enseignants qui ont quitté la faculté de médecine et qui sont dans le privé. Pourquoi ne pas utiliser également ces enseignants qui ont leurs compétences et qui pourraient travailler avec le professeur Nejmi? Un grand oncologue pourrait enseigner à la faculté. Aujourd'hui, il ne peut pas. Ah bon? Alors qu'il est un professeur d'oncologie parce qu'il est dans le privé. Ben, utilisons déjà les ressources que nous avons dans le privé et qui ont l'habitude d'être des enseignants. Si le professeur Nejmi demain va dans le privé, il ne peut plus être un enseignant de réanimation. Alors, c'est parmi les idées. On peut ouvrir encore plus nos facultés de médecine à des jeunes Marocains et Marocaines qui ont envie de faire médecine, mais sans leur donner un seuil tellement élevé que ça peut décourager quelqu'un ce jour du concours alors que peut-être qu'il a une vocation à devenir médecin. Je ne dis pas que c'est la seule solution, mais parmi les solutions qui sont proposées, parmi la réflexion de Sa Majesté, parmi la réflexion qu'a le gouvernement, parmi la réflexion qu'a le ministère, ce sont également des pistes de réflexion qu'il faudra avoir. Est-ce que ces prérequis sont également appliqués dans les centres de formation privés ? C'est-à-dire des facultés de médecine oui, là aussi, privée. ils ont une barre, ils ont un certain niveau. Là aussi, peut-être qu'il y a une... Il faut également peut-être autoriser, sous réserve d'accréditation et sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Enseignement, de possibilités d'avoir d'autres facultés privées, peut-être. Mais en faisant en sorte qu'il y ait des bourses pour les gens, par exemple, qui n'ont pas les moyens, d'accéder. Et surtout de garder aussi ceux qui sont formés ici au Maroc. Oui, et avec des incitatifs. Avec des incitations. Un dernier mot, professeur Semlali, je fais réagir professeur Nejmi. 30 secondes chacun, s'il vous plaît. Pour rappeler, aujourd'hui, pour certaines nationalités, ils peuvent travailler au Maroc. Par exemple, les Tunisiens peuvent... nous avons recruté dans une de nos cliniques un médecin tunisien cardiologue. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas encore l'autorisation. Le circuit est très figé. Très bien. Il y a 7 ou 8 services et chaque service retient le dossier 6 à 7 mois. Nejmi doit être au courant de ce... Donc peut-être faciliter un peu les procédures. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient au Maroc pour attendre 2 ou 3 ans pour travailler, il va repartir. Professeur Nejmi, un dernier mot, rapidement. Très rapidement, on est sur un CHU par région et une faculté de médecine par région. Ça va nous permettre d'augmenter certainement notre capacité de formation, mais ça reste insuffisant. Il y a 2 aspects. Il y a l'urgence, il faut trouver des compétences ailleurs, trouver le moyen de les faire venir au Maroc, moyennant les conditions qui ont été citées par Sa Majesté dans le discours royal. Deuxième cas de figure, sur le moyen et le long terme, imaginons, réfléchissons ensemble comment est-ce qu'on peut augmenter notre capacité de formation pour répondre aux besoins et être au rendez-vous pour les ODD. Et pour réanimer ce secteur. Je l'espère. Professeur Nejmi, professeur Heikel et professeur Semlali, merci beaucoup en tout cas pour ce débat très enrichissant et puis ces recommandations qui pourront sauver, Inch'Allah, ce secteur de la santé au Maroc. Merci à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Eco Débat. Très bonne suite des programmes.